Bonjour, c'est Christophe de phytosoin.com. Aujourd'hui, je vous présente une version longue de la vidéo La phytothérapie est-elle vraiment efficace? Si vous préférez la version courte, c'est ici. Je vais vous parler brièvement de l'histoire de la phytothérapie pour bien comprendre la somme de connaissances acquises au fil des siècles. Je vous parlerai ensuite de la phytothérapie moderne, comment la science valide les connaissances ancestrales. Enfin, je vais vous présenter quelques études précises qui montrent que la phytothérapie est efficace et qu'elle a toute sa place dans la médecine moderne. L'histoire de la médecine est aussi celle de la phytothérapie. Dès l'origine, l'homme a cherché dans la nature de quoi se nourrir et de quoi se guérir. Si les traces de phytothérapie remontent à environ 5000 ans avant Jésus-Christ, on est sûr que l'homme de Néandertal, éteint lui en 40 000 avant Jésus-Christ, a consommé des herbes médicinales dans son alimentation. Il utilisait notamment l'achillée millefeuille et il possédait une pharmacie rudimentaire. On ne peut cependant pas affirmer que la phytothérapie a été fondée à cette époque. Petit aparté, on dit souvent que l'alimentation des pays développés est très diversifiée, grâce notamment à la mondialisation qui permet un approvisionnement aux quatre coins du monde. En réalité, on ne consomme qu'une quarantaine d'espèces animales et végétales. L'homme du Paléolithique consommait lui quelques centaines d'espèces animales et végétales. Finalement, aujourd'hui on consomme une plus grande variété d'additifs alimentaires, plus de 300 autorisés en Europe, que de vrais aliments. Revenons à notre histoire. Les premiers écrits datent de moins 4000 avant Jésus-Christ. Les plantes ont été utilisées dans le monde entier, que ce soit en Égypte, en Inde avec l'Ayurveda, en Chine avec la médecine taoïste ou dans la médecine occidentale. À une époque où les échanges culturels étaient très limités, il est étonnant de voir la convergence des savoirs. Une même plante possède le même usage dans des populations très éloignées géographiquement. Si vous utilisez la réglisse pour votre reflux gastrique, eh bien, dites-vous qu'en Chine, c'était déjà le cas en 2900 avant Jésus-Christ. Jusqu'au Moyen Âge, celui qu'on appelait l'homme médecine était indissociable de la magie, des religions et du sacré. Que ce soit les chamans, les guérisseurs, les sorciers ou chez nous les moines, ils sont tous détenteurs du savoir des plantes médicinales. Ces années de pratique et de transmission des remèdes de grand-mère ne constituent pas une preuve de l'efficacité de la phytothérapie, mais cela montre une accumulation de connaissances identiques aux quatre coins du monde. Et ces connaissances vont être très largement vérifiées dès le début du XIXe siècle. Plongeons maintenant dans la phytothérapie moderne. Aujourd'hui, plusieurs organisations officielles permettent de valider les propriétés et indications des plantes médicinales. L'OMS, Organisation mondiale de la santé par exemple, édite des ouvrages de référence et gère une base de données sur les remèdes à base de plantes. Les SCOP, Coopération scientifique européenne de phytothérapie, regroupe différents organismes nationaux et a pour but de mettre en place des études via un comité de recherche. Le MEA, l'Agence européenne du médicament, a une branche pour les médicaments à base de plantes. La commission allemande, que je cite très souvent dans mes vidéos ou sur le blog, a été créée en 1978 en Allemagne et a fourni 380 monographies de plantes très complètes. Ces organismes ont permis de faire de la phytothérapie une médecine basée sur les preuves et non plus sur l'observation. Il y a quand même des limites à ces études. Une plante, c'est un ensemble moléculaire complexe que l'on appelle le totem. Sa composition varie en fonction du lieu de culture, de la météo, de la période de récolte ou encore d'une année sur l'autre. On n'est pas sur du monomoléculaire comme la plupart des médicaments. Or, pour faire une étude fiable, il faut que chaque testeur ait exactement la même plante avec l'assurance de la présence des principaux principes actifs. Certaines études se sont avérées décevantes parce que la plante utilisée n'était pas employée sous la bonne forme galénique, avec des principes actifs insuffisants ou pas administrés à la bonne dose. Les composants que l'on retrouve dans les plantes sont nombreux. On peut citer les glucides, lipides et protéines que l'on connaît bien en nutrition. Il y a aussi les composés phénoliques, les quinones, les coumarines, les iridoïdes, les lactones sesquiterpéniques, des di- et des triterpènes, des saponosides, des caroténoïdes, des alcaloïdes, mais aussi les huiles essentielles. Cette phytochimie est très riche et représente encore plus de la moitié des principes actifs des médicaments.
Aujourd'hui, on connaît bien la composition chimique d'une plante, même si les valeurs varient comme nous l'avons vu. Cela permet évidemment de déterminer ses propriétés. On sait également qu'un grand nombre de molécules végétales ont une affinité avec les récepteurs de nos cellules, ce qu'on appelle les ligands, ce qui n'est pas le cas du tout avec les molécules chimiques. L'exemple le plus connu est la morphine du pavot, Papaver somniferum, qui se fixe sur les récepteurs dits morphiniques du système nerveux central. Parfois, les molécules prises seules ont peu d'intérêt, mais en synergie dans une plante, elles se montrent très efficaces. C'est par exemple le cas de l'artichaut, où au moins 4 molécules sont responsables de l'activité sur le foie, alors qu'isolément, ces molécules sont peu actives. Certaines molécules vont potentialiser l'activité d'autres molécules, c'est-à-dire en améliorer les effets. D'autres, au contraire, vont permettre de rendre moins agressives certaines molécules et de réduire les effets secondaires. Un arbre comme le saule blanc, Salix alba, apporte une prodrogue appelée salicoside, qui deviendra l'acide salicylique une fois dans les cellules, après le passage par les voies digestives et le foie. L'acide salicylique, c'est la version naturelle de l'aspirine. Si on apportait directement l'acide salicylique, il serait potentiellement toxique pour l'estomac comme l'aspirine. Voilà en quelques exemples comment la nature nous apporte ses bienfaits. Passons maintenant à quelques cas concrets d'études. Je vais vous parler d'une plante courante, l'ail, à laquelle j'ai d'ailleurs consacré une vidéo. Pourquoi l'ail? Parce que c'est une plante médicinale très étudiée. Par exemple, son activité bactéricide et fongicide est facilement vérifiable in vitro. Lors du Covid-19, il a été très étudié. D'ailleurs, une étude de 2020 a montré que son huile essentielle possède une activité anti-coronavirus SRAS-CoV-2. Je vous mets le lien de l'étude en description. L'ail agit également sur l'hypertension et c'est une méta-analyse, une compilation de 20 études qui le confirme. Diminution de la pression artérielle systolique de 5,1 mm de mercure et diastolique de 2,5 mm de mercure face à un placebo. Là aussi, je vous mets le lien en description. L'activité hypocholestérolémiante et hypoglycémiante de l'ail sont également confirmées. Le docteur Valnet, un grand phytothérapeute, en consommait d'ailleurs tous les jours. Autre exemple, la busserole, Arctostaphylos uva ursi. Il contient un arbutoside appelé l'arbutine. Ce sucre n'a pas d'effet antibactérien en l'état. Mais hydrolysé par les bactéries intestinales, il va libérer de l'hydroquinone, un phénol, qui conjugué dans le foie puis excrété par les voies rénales et libéré dans les voies urinaires, est un poison pour les bactéries, d'où sa redoutable efficacité sur les infections urinaires. Sa cousine, la bruyère commune, Calluna vulgaris, a des propriétés similaires. Un dernier exemple, le curcuma, Curcuma longa, que tout le monde connaît comme épice, a une activité anti-inflammatoire qui a été démontrée sur des modèles d'inflammation, arthrite aiguë et chronique. Comment ça marche? Sur des souris de laboratoire, on induit une inflammation articulaire pour simuler l'arthrite. Pour cela, on injecte une substance qui va déclencher une inflammation, par exemple du collagène ou des carragénanes. On administre ensuite du curcuma et on étudie l'évolution des marqueurs inflammatoires et l'évolution clinique de l'inflammation, gonflement, rougeur, etc. Parfois on vérifie même avec imagerie. Eh bien, le curcuma a prouvé son efficacité comparé à des médicaments de référence comme le diclofénac. Aujourd'hui, toutes les plantes médicinales de la pharmacopée française ont été étudiées. L'efficacité de la phytothérapie est indéniable. Les plantes médicinales n'appartiennent pas au passé, et au contraire, nous avons encore beaucoup à apprendre d'elles. En 2020, 1700 nouvelles espèces de plantes ont été découvertes et décrites. Il y a encore des dizaines de milliers d'espèces à découvrir qui deviendront les remèdes de demain, y compris pour des pathologies comme le cancer. Chez phytosoin.com, nous offrons le meilleur de la phytothérapie moderne, toujours dans le respect de la plante et de son environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos dernières vidéos. À bientôt sur phytosoin.com.